Il y a 10 jours, à l'issue d'une défaite sans précédent de son camp aux élections européennes, le président de la République a décidé d'appuyer sur le bouton nucléaire de la dissolution. Depuis, le paysage politique français ressemble à un champ de ruines où s'accélère un processus de décomposition, recomposition. Alors qu'à gauche, l'union s'est faite en quelques jours en dépit de désaccords abyssaux, à droite, Éric Ciotti a brisé 40 années de cordon sanitaire. Alors le RN n'a jamais été aussi près de prendre le pouvoir. La France est-elle en train de vivre un moment populiste? La société française archipélisée se recompose-t-elle autour de 3 blocs? Faut-il craindre à l'issue de ces élections législatives un chaos économique, une France ingouvernable ou un risque même de guerre civile? On en discute avec mes deux invités, Jérôme Fourquet et Nicolas Bavrez. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'avais prévu votre rencontre avant même les événements que nous vivons actuellement et qui ont effectivement bousculé le sujet, même si à mon avis il reste d'actualité, puisque nous avions prévu de parler du malaise français et du modèle stato-consumériste de notre pays. Mais je pense qu'effectivement cela rencontre la crise politique que nous vivons actuellement. Je vous présente Nicolas Bavrez, vous êtes essayiste, chroniqueur au Figaro, on peut vous lire tous les lundis. Vous avez publié notamment récemment aux éditions de l'Observatoire Démocratie contre empire autoritaire. Et il y a 20 ans, vous êtes l'auteur d'un best-seller qui s'intitulait La France qui tombe. Vous alertiez sur l'imminence du déclin français. Vous nous direz si nous y sommes aujourd'hui. Jérôme Fourquet, vous êtes auteur de nombreux ouvrages à succès, dont le dernier La France d'après, aux éditions du Seuil, pris aujourd'hui. Et vous êtes l'auteur aussi d'une étude remarquable à l'IFOP qui a été publiée dans le Figaro et qui s'intitule « L'État guichet, un modèle à bout de souffle dans une France qui a cessé de produire ». Vous analysez, vous faites une sorte de panorama de découpe de la société française aujourd'hui. Alors voilà, j'aimerais d'abord commencer par une question plutôt simple. Nous vivons depuis 10 jours des événements que personne n'avait pu prédire, qui accélèrent la recomposition politique. Comment vous qualifiez cette décision d'Emmanuel Macron et le moment politique? Est-ce que c'est un moment de bascule? Alors c'est assurément un moment d'accélération. On voit des choses se mettre en place et se défaire à une vitesse assez stupéfiante. Vous avez dans votre lancement évoqué la constitution d'un nouveau Front populaire en l'espace de 48 heures seulement, ce qui est quelque chose de totalement inouï et impensable quand on se rappelle comment on s'invectivait entre les différentes listes de gauche au moment des européennes il y a encore 10 jours. Et puis, comment qualifier la décision du président assez stupéfiante, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde les annales de notre vie politique, quand on regarde les rapports de force, et quand on voit aujourd'hui les effets produits, alors que le scrutin n'a pas eu lieu, on se demande quelle a été la motivation ou quel était le calcul qui a présidé à ce choix qui a encore une fois accéléré le processus de décomposition, recomposition de notre paysage politique. Nicolas Bavrez, comment vous interprétez ce choix du président de la République? Alors d'abord, le moment, il est vraiment historique. C'est la première fois dans l'histoire de France que l'extrême droite peut arriver au pouvoir à la suite d'élections régulières. Ça ne s'est jamais produit jusqu'à présent. On a pu avoir des coups d'État, on a eu l'effondrement de la Troisième République à la suite d'une défaite militaire et de l'occupation du pays, mais on n'a jamais eu cette circonstance. Alors, comment elle s'explique ? Elle pourrait s'expliquer rationnellement par le blocage du système politique, puisque la dissolution, c'est une des armes. C'est ce qui a joué d'ailleurs en Italie quand Mario Draghi n'a plus eu de majorité. Sanchez a joué un coup également un peu semblable en Espagne. Et puis on a l'élection britannique qui se déroule en ce moment. Mais la particularité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est une décision qui est littéralement insensée. Pourquoi ? Parce que ce pari
est d'emblée perdu et complètement déraisonnable. Il revient à jouer à pile ou face, sans aucune préparation, le destin du pays, en plus du destin effectivement de la majorité, sur fond d'organisation des Jeux Olympiques, mais surtout sur fond de crise sans précédent. Parce que c'est un pays, donc, on sait qu'on a un problème énorme de finances publiques, une crise financière qui se dessinait déjà avant. On a une économie à l'arrêt, on a une société en quasi-guerre civile, et on a la guerre en Ukraine et une Russie qui représente un danger, un risque existentiel pour l'Europe, mais aussi pour la France. Et donc, la dissolution ne pouvait se justifier, d'abord que si elle débouchait sur un peu de stabilité, ce qui supposait de l'avoir préparée, et si on voulait construire le fameux bloc central, d'avoir négocié avant et de faire la dissolution, évidemment de la faire plutôt à l'automne et pas au milieu de l'été. Donc, c'est une décision insensée qui prétend opposer la raison à la colère et aux passions. Et comme en elle-même la décision est insensée, elle a peu de chance d'arrêter les passions. Jérôme Fourquet, il semble que le président de la République ait fait un pari, c'est que le vote en faveur du RN était un vote de protestation et pas un vote d'adhésion, et que donc la protestation qui a eu lieu pendant les européennes ne se traduirait pas par une volonté de mettre le RN au pouvoir. Vous qui avez étudié ce vote RN, est-ce que vous diriez qu'il se trompe ou qu'il a raison ? On peut convoquer l'histoire et rappeler que la première percée électorale du Front National à l'époque au niveau national, c'était déjà lors d'européennes, mais en 1984, il y a 40 ans. Et donc ça voudrait dire qu'on serait en face d'un vote protestataire qui ne serait pas résorbé depuis 40 ans, qui n'aurait cessé de prospérer. La dimension protestataire ou contestataire est évidente dans ce vote, mais ça fait très longtemps qu'on raconte ça pour masquer aussi qu'il y a une réelle adhésion à toute une série des mesures qui sont portées par ce mouvement politique. Mais avant l'adhésion aux mesures, on a vu, nous, dans nos études qualitatives, en fait, que beaucoup d'électeurs qui votent pour le Rassemblement national ou pour d'autres formations politiques, aujourd'hui, peuvent être dans une attitude moins idéologisée que par le passé, et qu'au moment de choisir le candidat ou la liste pour laquelle ils vont voter, ils regardent d'abord quel diagnostic les candidats portent sur l'état du pays. Et est-ce que le diagnostic qui est porté correspond à celui que moi je me fais depuis ma fenêtre? Et est-ce que, question subsidiaire, dans la grande photographie, le grand paysage que ce ou cette candidate dessine de la France, est-ce que j'y figure? Est-ce que les miens et moi-même y figurons? Ou, comme diraient les jeunes, est-ce qu'ils nous calculent? Ou est-ce qu'on ne fait pas partie de la photo de famille? Et ça, c'est une étape absolument indispensable pour générer ce qu'on appelle une empathie de point de vue. C'est une identification. Ouais. Une identification en disant, même si... Et donc, si cette étape n'est pas réussie, les électeurs ne perdent pas de temps à écouter ou à disséquer les propositions qui vont être faites, parce que de toute façon, elles seront hors sol, ou elles ne correspondront pas à ce qu'eux considèrent être les priorités. Et donc, j'ai fait ce détour pour signifier que c'est sans doute une des grandes forces du Rassemblement national, c'est de générer cette empathie de point de vue dans des pans entiers de la société. Et donc, que derrière, sur la réforme des retraites, les prix des carburants, le système de double frontière, il y ait du tangage, qu'on voit jour après jour que manifestement l'état-major du RN n'est pas totalement prêt, on va le dire comme ça, à exercer le pouvoir, c'est pas forcément ce qui est le plus grave. Ce qu'on recherche d'abord, c'est à voter, à soutenir une famille politique, une formation politique qui nous remet au centre du jeu et qui porte un diagnostic qui correspond à ce que nous vivons. Marine Le Pen, élue à Hénin-Beaumont depuis des années, a très bien senti la montée de la préoccupation sur le pouvoir d'achat, sur lequel elle s'est positionnée il y a un moment déjà. Et puis, historiquement, une espèce de rente de situation pour le RN, puisque c'est lui qui, le premier, a parlé d'insécurité et d'immigration. Et même si un certain nombre de mesures qu'il prône peuvent paraître inapplicables, M. Dupond-Moretti explique dans les médias qu'installer des brouilleurs pour empêcher l'accès de drones dans des prisons, c'est plus compliqué que ça, etc. Ce qui compte d'abord, c'est d'avoir mis à l'agenda ces sujets et d'en avoir jamais dévié. Et donc c'est ça aujourd'hui. Donc il faut relativiser la dimension protestataire dans ce vote.
Nicolas Bavrez, dans le Figaro, vous avez écrit que la France vivait son moment populiste avec 10 ans de retard. Est-ce que finalement l'élection d'Emmanuel Macron et cette espèce d'hypercentre qu'il a construit en niant le clivage droite-gauche n'a pas finalement fait que retarder mécaniquement une catharsis populiste qui a eu lieu dans d'autres pays. Je pense au Brexit, je pense à l'élection de Donald Trump, je pense à Salvini en Italie, dans énormément de démocraties, ou à Podemos en Espagne, dans énormément de démocraties occidentales, il y a eu un passage populiste. La France ne l'a pas eu en raison d'Emmanuel Macron et aujourd'hui il ressurgit de façon exacerbée. Oui, alors il y a un paradoxe parce que de fait... Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est que, si on reprend l'histoire longue, c'est l'aboutissement de 4 décennies de déclin de la France. Et donc, comme la classe politique est restée dans le déni pour des raisons variées et que les problèmes n'ont jamais été traités, ça veut dire que, le choc était inévitable. Il y a 3 chocs possibles. Le choc financier, il est en train d'arriver. Le choc social, il y a eu plusieurs alertes, mais qui ont toutes été méconnues. Et le choc politique, c'est la victoire de l'extrême droite. Et c'est vrai que quand on regarde les facteurs, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le populisme, et notamment le populisme d'extrême droite? Normalement, la France présentait toutes les pathologies. Elle avait un énorme problème de modèle économique, elle s'était installée dans le chômage permanent, on a paupérisé, fait éclater les classes moyennes, on avait le problème identitaire et on avait le sentiment très fort d'humiliation du pays et d'un pays qui s'était reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale et qui perdait en influence et en Europe et dans le monde. Donc ce qui est vrai, c'est que quand il y a eu sur ces classes moyennes fragilisées par la mondialisation, quand il y a eu le choc du krach de 2008, normalement, c'est là qu'on a eu donc le Brexit, là aussi le pari complètement fou de Cameron, qui avait gagné le premier référendum par miracle sur l'Écosse, et qui est allé redire aux Britanniques chiche sur l'Europe. On peut comparer d'ailleurs cette dissolution à la décision de Cameron de oui, mais de la décision de Cameron est beaucoup moins dangereuse, si je puis. Elle est aussi complètement déraisonnable, mais elle est moins dangereuse parce qu'on n'a pas le même contexte. On n'a pas la guerre d'Ukraine, on n'a pas la crise économique, on n'est pas post-Covid. Donc le monde est très différent. On est encore dans une forme de mondialisation qui porte d'ailleurs le Royaume-Uni, ce qu'il a cassé. Donc c'est un risque énorme, mais qui est quand même moins déraisonnable. Mais c'est vrai qu'en France, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a la solidité de la Ve République, et il s'est passé aussi qu'il y a cette espèce de bouclier, mais très dangereux, de l'euro, qui fait que le modèle qu'on a installé, qui était le modèle de la consommation financé par de la dette publique, qui était réassuré par l'Allemagne, tout ceci a pu continuer à fonctionner. Et là où effectivement Emmanuel Macron est tout à fait responsable, c'est que contrairement à ce que vous avez dit, il ne s'est jamais donné la peine d'organiser un parti. On voit très bien qu'il méprise les partis, il méprise le Parlement, il ne s'est jamais donné la peine de mettre des gens convenables pour... Le général de Gaulle, en 1958, on ne peut pas dire qu'il a un amour immodéré pour les partis ou le Parlement, mais il fait l'effort et il est en majorité relative en 1958. En 1962, il est en majorité absolue. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait parce qu'il s'est donné les moyens sur le plan programmatique, sur le plan politique, sur le plan militant. Donc ça n'a absolument pas été fait. Et ensuite, donc Emmanuel Macron a accéléré la crise française avec les 1000 milliards de dettes d'un côté. Et finalement, il a désarmé les 2 éléments qui faisaient encore hésiter les Français pour le RN. Quels étaient-ils? Il y avait quand même l'argument de la République. Mais Emmanuel Macron s'est installé dans une transgression permanente sur l'État, qu'il a beaucoup affaibli, beaucoup détruit, en s'attaquant y compris à des symboles de la fonction publique. Il n'a eu aucun intérêt pour l'efficacité des services publics, ce qui est un problème majeur pour la population. Et puis, le deuxième argument, c'était la compétence économique, qui a été beaucoup... mais quand on voit aujourd'hui les résultats,
Et les résultats sont quand même calamiteux. Il n'y a plus de croissance dans ce pays, la productivité diminue, le chômage remonte, on a un double déficit commercial et public. Et il y a surtout, ce qui est souvent ignoré, une position extérieure nette négative de 629 milliards. L'Italie est positive de 100 milliards. Donc, si vous voulez, voilà ce qui a changé. Alors maintenant, côté RN, le paradoxe, c'est comme... Pour le RN a toujours les caractéristiques d'un parti d'extrême droite ? Non, parce que, si vous voulez, il n'y a pas 31% des Français qui sont d'extrême droite. Donc, notamment, c'est un peu comme Mélanie quand on a dit qu'elle était néofasciste. Ça, c'est pas vrai. Donc, l'idée de dire que... Mais le RN est devenu un parti central, mais c'est certainement pas un parti centriste. Quand on regarde ce qui a été dit, le RN aujourd'hui, c'est un parti attrape-tout. Il vient en tête dans pratiquement tous les départements français, dans 93% des communes, dans quasiment toutes les catégories socio-professionnelles. Et par ailleurs, il est uni, parce que c'est l'autre paradoxe quand le président dit clarification, en fait, la confusion, elle est totale. Alors encore plus chez les LR, mais dans le bloc du centre, c'est épouvantable. La gauche est quand même pas si unie que ça. Derrière, il n'y a que le slogan qui est bon et qui tient, mais derrière la façade, il y a quand même beaucoup de lézardes. Mais ce qui est important, c'est qu'avec ce fait que, finalement, la percée populiste ne s'est pas faite dans les années 80, on a un parti qui est quand même de droite extrême et qui n'a pas fait son aggiornamento. Oui. Donc, notamment sur le plan économique. Voilà, Madame Mélanie, elle est favorable aux entreprises, elle est hostile à la Russie, elle est favorable à l'Ukraine et elle s'est parfaitement intégrée maintenant dans le jeu européen. Elle est une de celles qui va faire sans doute que Madame von der Leyen va de nouveau être la présidente de la Commission. Le RN, le programme économique, reste un programme gauchiste, étatiste, qui veut nationaliser, qui rajoute de la dépense publique, qui rajoute des impôts. Par ailleurs, il y a une proximité avec la Russie qui, dans la période présente, est quand même inquiétante. Évidemment, pas de soutien à l'Ukraine. Très critique sur les États-Unis. Alors, avec Trump, ça va peut-être s'arranger, mais on verra bien. Et qui reste par ailleurs critique sur l'Europe, sur l'Union européenne. Et donc, c'est ça où la situation est très compliquée. C'est-à-dire que, en tout cas, la transformation politique du RN, elle a eu lieu, parce que la dédiabolisation... Elle est aussi encore en cours, parce qu'ils auront déjà renoncé à un certain nombre de mesures. L'accélération. L'accélération fait qu'ils sont en train de renoncer à beaucoup de mesures. Je voudrais juste qu'on revienne juste sur la consolidation du vote RN, et je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit Jordan Bardella cette semaine, parce qu'à mon avis, c'était pas un message laissé au hasard. On va voir à qui il s'est adressé dans une vidéo. Depuis quelques jours, l'extrême gauche diffuse des caricatures, des mensonges, et cherche à s'arroger le monopole de la défense des droits des femmes. Rien que ça. Demain, je serai le Premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et ses libertés. L'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté de s'habiller comme on l'entend, le droit fondamental à disposer de son corps sont des principes non négociables. En France, la femme est libre et elle le restera. Jérôme Fourquet, je voudrais vous interroger là-dessus parce que vous avez noté que l'endroit où le Rassemblement national progresse le plus vite et le plus fort, c'est parmi les femmes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu Oui, alors on regarde souvent le lendemain des résultats dans des élections, dans les sondages, le vote par niveau de diplôme, catégorie socio-professionnelle. Il y a, nous, dans nos rapports, les premières lignes, c'est hommes-femmes. En général, on ne les regarde pas trop parce que c'est assez équilibré. Et là, il s'est passé des choses assez stupéfiantes. En 2019, le même Jordan Bardella était à 28% chez les hommes et 19% chez les femmes. Donc il y avait un différentiel de 9 points qui était assez spécifique à cette famille politique. Et le 9 juin au soir, on est revenu à parité avec un bond de 13 points dans l'électorat féminin et de 3 points seulement dans l'électorat masculin. L'essentiel donc de la progression au niveau national est le fait de la progression, le bond spectaculaire dans l'électorat féminin, qui
a deux caractéristiques. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui nous intéressent à ce stade. C'est la moitié de la population. Donc quand vous progressez beaucoup dans la moitié de la population, ça se voit à la sortie. Et deux, c'est une population qui est homogènement répartie sur le territoire, ce qui explique aussi la poussée quasiment partout sur le territoire de la liste Bardella, parce que beaucoup de femmes se sont mises à voter pour le Rassemblement national, ce qu'elles ne faisaient pas, ou moins, par le passé. Pour différentes raisons, sans doute que la stratégie plus simplement de respectabilisation, plus simplement de banalisation, mais de respectabilisation mise en place par Marine Le Pen depuis des années maintenant, mais qui s'est là encore accélérée depuis l'accession de 89 députés à l'Assemblée nationale, ce qu'on a appelé la stratégie de la cravate, en contraste avec l'agite-propre qui est menée assez régulièrement par les représentants de la France insoumise. Tout ça a rassuré dans une partie de l'électorat féminin. Cet électorat féminin est aussi assez représenté dans des catégories où les niveaux de salaire sont assez faibles. On parle toujours du différentiel de niveau de salaire ou de revenus entre hommes et femmes. Les fins de mois difficiles. Souvenons-nous d'une vidéo qui, comme on dit en bon français, avait fait le buzz pendant cette campagne européenne, celle de Colombe, une sympathisante RN de Perpignan, qui était bénévole au Resto du Cœur et qui était au RSA et qui avait expliqué sa condition sociale comme étant la cause de ce vote. Et puis, Jordan Bardella insiste aussi sur une autre dimension qui n'est pas souvent soulevée dans les médias, mais c'est sans doute une inquiétude sécuritaire croissante d'une partie de l'électorat féminin face au risque d'agression physique, face au risque d'agression sexuelle, avec toute une série de faits divers, mais qui se sont répétés régulièrement depuis des mois et des mois, visant des femmes, donc des agressions dans la rue, des viols, ce qu'on appelle aussi en bon français des homejacking, hein, comme on va sonner les gens chez eux pour leur prendre leur argent. Et donc, et de surcroît, ce qui se passe dans certains quartiers, avec notamment cette affaire de cette jeune adolescente de Montpellier, qui, parce qu'elle s'habillait, entre guillemets, à la française ou à l'européenne, avait été très fortement corrigée par des camarades de classe. Et donc, c'est aussi sur cette corde-là, sans doute, que Jordan Bardella veut insister quand il diffuse cette vidéo. Vous vous souvenez que c'était Marine Le Pen qui disait, qui le redit souvent, il ne fait pas bon dans certains quartiers de France être femme, juif ou homosexuel. Et quand vous regardez ce qui s'est passé aussi dans l'électorat juif, oui, on a aussi une bascule qui s'opère sur des questions sécuritaires. Nicolas Bavrez, il y a quand même une partie du territoire qui résiste à la poussée du RN, c'est les métropoles, les grandes métropoles. On voit les poumons en fait, économiques du pays qui sont en contraste total avec ce qu'on appelle la France périphérique. Est-ce que ce décalage est une spécificité française? On voit par exemple Meloni en Italie, elle a eu beaucoup de succès, y compris dans les métropoles, y compris à Rome, y compris à Milan. Est-ce que ça ne traduit pas aussi une spécificité française, cette fracture entre les élites et une partie grandissante de la population? Non, mais le problème entre les élites et la population, ça, il est indiscutable. Sur les métropoles, je pense qu'il faut faire attention parce que la métropole, par principe, c'est pas le cœur de ville, c'est l'ensemble. Et quand on regarde, alors c'est vrai que LFI, à l'inverse, est très présent dans ces territoires-là, mais on peut pas dire que le RN en soit complètement absent non plus. C'est vrai que c'est l'endroit dans lequel le RN a le moins progressé. Alors l'explication par rapport à Giorgia Meloni, c'est que Giorgia Meloni, depuis très longtemps, en fait, l'extrême droite italienne, dans le système politique italien en général, le système politique italien est complètement imbriqué avec le monde des entreprises. Ça, c'est beaucoup. Chez nous, les deux mondes s'ignorent quand même très largement. Et donc, en réalité, Giorgia Meloni, l'extrême droite a géré Rome, elle a géré des très grandes villes. Et ça fait très longtemps que, comme l'Italie est très urbanisée, que cette urbanisation correspond aussi pour le Nord à une très forte activité économique. En réalité, en Italie, il n'y a jamais eu cette dissociation
entre extrême droite, monde de l'entreprise et grande ville. Il n'y a pas du tout eu ce même écart. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a très bien vu, si vous voulez, dans l'explication du succès de Madame Meloni, il y a le fait que, contrairement à ce qu'on pouvait penser en France, la transition avec Mario Draghi s'est passée, non seulement s'est bien passée, mais que Mario Draghi a accompagné Madame Meloni dans sa politique économique. Le ministère de l'économie et des finances reste d'ailleurs pour l'essentiel entre les mêmes mains, de même que la Banque centrale. Et Mario Draghi a par ailleurs mis son autorité au service de Madame Meloni pour lui permettre à la fois de gérer l'économie, de s'intégrer dans le jeu européen et de s'intégrer sur la scène internationale. Et vous voyez ce type de coopération entre ce qu'on pourrait appeler l'État profond italien et l'arrivée d'un parti qui venait de travail, qui était aussi... Et vous voyez que ça correspond aussi de l'autre côté avec le système parlementaire italien, est une machine à normaliser les extrémistes. Et que ce n'est pas la première fois avec... c'est vrai que Fratelli d'Italie, à l'origine, est aujourd'hui, c'est quasiment, pour le coup, un parti de centre-droit. Jérôme Fourquet, vous voulez réagir Oui. Alors l'Italie, de ce point de vue-là, est sans doute assez singulière, parce que ce qu'on constate entre ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique et puis la France des métropoles, on le retrouve dans les principales démocraties occidentales. Rappelons qu'à Paris, alors c'est Paris intramuros, mais ça fait quand même pas mal de monde, la liste Bardella arrive à 8,5% pour un total national de 31%. Donc ici, Paris, c'est la pointe avancée, si vous voulez, mais Nantes, Rennes, Bordeaux, on est entre 11 et 12% pour le vote Rassemblement national. Et puis dès que vous faites 15-20 km, que vous éloignez du cœur de Bordeaux, on tombe dans le Blayais, dans le Médoc, et là on a des votes RN qui explosent. C'est exactement la même structuration géographique que l'on observe aux États-Unis, par exemple, avec le vote Trump. La dernière élection présidentielle, à Washington, D.C., fait 7%, contre 47% au niveau national. On a parlé du Brexit tout à l'heure. On avait calculé que le vote des Brexiteurs augmentait en fonction de la distance à Londres. Et puis on regarde aussi en Allemagne ou dans d'autres endroits. En général, les métropoles les plus dynamiques sont assez réfractaires, demeurent réfractaires. Mais du coup, il y a un problème, parce que Paris, on a un vieux pays centralisé, Paris c'est la tête, et la tête, du coup, n'est plus du tout en phase avec... dans le monde d'avant, opposition gauche-droite, parfois Paris était à droite, parfois il était à gauche, mais on avait un différentiel de 4, 5 points, 6 points avec la moyenne nationale. On n'avait pas des écarts de 20 ou 30 points, ce qui est stupéfiant. Et alors même que le RN continue de ne pas pouvoir percer dans ces zones, il a installé son hégémonie dans toute une partie de cette France périphérique. Si vous regardez cette carte, alors là, elle est assez, j'allais dire, basique, puisqu'on a juste coloré qui est en tête. Oui. Mais ça, c'est intéressant. Mais si vous prenez, par exemple, de l'Indre jusqu'au Pas-de-Calais pour le nord-sud, et puis de la Sarthe jusqu'aux confins de l'Alsace, vous enlevez l'Île-de-France, il y a une grosse vingtaine de départements où le RN est à plus de 40%. Quand vous êtes à plus de 40% dans un territoire, ça veut dire qu'à la machine à café au bureau, à l'atelier, à l'école en attendant les enfants, dans le vestiaire du club de foot amateur ou en repas de famille, les conversations, et ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'empathie de point de vue, la grille de lecture qui domine, c'est la leur. Puisque comme rappelait Nicolas Bavrez, en plus ils font 40% seuls. C'est pas une coalition, c'est un parti seul qui arrive à rallier très massivement. Donc on a ce décalage qui est assez flagrant et qui s'accentue. Oui. Mais là, si je puis dire, où l'histoire est par exemple très importante, si on prend le cas de l'Allemagne, on voit qu'on a reconstitué en réalité l'Allemagne de l'Est. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'est pas une histoire de... Donc, chacun a ses... effectivement, des... Le triomphe en Allemagne de l'Est. L'AfD, c'est spectaculaire quand on regarde la même carte avec les endroits où l'AfD... Avec le mur de Berlin. Voilà, on se retrouve avec... On parle aujourd'hui d'une tripartition de la vie politique française, mais est-ce que ce qu'on voit en fait à long terme, c'est pas tout simplement un retour du clivage droite-gauche? Parce que quand on regarde le bloc central, en réalité, démographiquement, il est plutôt fragile, puisque c'est principalement des gens qui ont un revenu
très très élevés. Or, la France est en train de s'appauvrir. Et ce sont des gens plutôt âgés et on voit que chez les jeunes, ce bloc central est quasiment en voie de disparition, puisque le parti macroniste est autour de 5%, je crois, dans les intentions de vote des jeunes. Est-ce que ce bloc central n'est pas voué à disparaître ? Alors, et on peut ajouter 7% chez les ouvriers et les employés. Donc c'est quasiment perdu toute adhérence dans les milieux populaires. Alors, vous indexez la disparition du bloc central sur la moyenne d'âge de ces électeurs. Peut-être que ce bloc central va perdre sa surface avant même que ces électeurs âgés soient amenés à nous quitter. Ça peut être plus rapide, que cela. On voit bien quand même que cette histoire, les questions politiques, c'est des questions de dynamique. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un bloc central en France. Il a été incarné par François Bayrou, mais il était toujours en deuxième division. Et François Bayrou n'était jamais parvenu à agréger, pour aller vite, l'aile strauss-kahnienne du PS et l'aile juppéiste de la droite, couper les deux bouts de l'omelette, comme avait dit Alain Juppé, pour constituer un bloc qui pèse significativement pour accéder au second tour. Nous sommes un système à 2 tours, avec 2 candidats seulement en finale. Et comme le rappelait Bismarck, dans un système à 3, il faut toujours être l'un des deux. Donc c'est ça. Donc c'est la capacité de peser significativement, d'agréger pour accéder au second tour. Et donc le bloc central ne va pas disparaître, mais il est menacé de rétrogradation en deuxième division. Force d'appoint. Voilà ce qui s'est passé par exemple pour LR. LR existe encore, mais ayant été vampirisé par les macronistes d'un côté, par Reconquête et le RN de l'autre, ils ont été réduits aux acquets, et à 7, 8, 9%, vous ne bénéficiez plus du vote utile et vous êtes amené à passer votre tour. Donc on voit bien que ces équilibres sont très instables, et l'avenir va nous montrer comment les choses vont évoluer, parce qu'il y a un coup de génie quand même à gauche d'avoir reconstitué ce nouveau Front populaire, mais on voit bien que c'est face à la menace du fascisme. Donc là, dans leur terminologie, on revient très clairement sur 6 février 1934, puis le Front populaire en 1936, avec une demande qui émane d'abord de la base. C'était ces jeunes qui scandaient « unité, unité » au pied du local où les états-majors de gauche étaient censés se mettre d'accord pour un programme de coalition, comme les 2 cortèges communistes et socialistes avaient convergé après le 6 février 1934 au cri de « unité, unité ». Donc là, il y a la menace du fascisme à gauche qui fait se rabibocher ces 2 gauches irréconciliables, mais on va voir combien de temps tout ça va tenir, parce que les clivages, ça a été dit 1000 fois, mais entre Philippe Poutou et François Hollande, il y a quand même un grand écart. Nicolas Bavrez, est-ce qu'on n'assiste pas finalement à un retour du clivage droite-gauche que Emmanuel Macron avait prétendu balayer par son premier quinquennat en 2017? Est-ce que finalement on voit apparaître un pôle de droite et un pôle de gauche radicalisé, mais en tout cas ce retour de ce clivage? Ça, je ne crois pas. Je crois qu'on est vraiment dans un moment d'extrême confusion. Si on prend les seuls LR, il y a déjà 3, ils font 8%, et il y a déjà 3 LR en 8%. Donc, 3 tendances. Voilà, le pseudo-bloc central, il n'a plus de chef, il n'a pas de stratégie, on verra combien il a d'électeurs, il n'a pas de projet, et il y a une base électorale très fragile. Donc, moi, je pense qu'une des grandes erreurs d'Emmanuel Macron, c'est effectivement d'avoir fait sa stratégie politique, ça a été de liquider la droite et la gauche de gouvernement. Et en fait, il a liquidé simplement l'ancrage démocratique du pays. Sachant que la démocratie, c'est l'alternance, donc fatalement... On est d'accord, mais les pays où ça résiste le mieux... Toutes les expériences de troisième force entre 2 forces extrémistes, la troisième force a toujours fini par... Alors, dans la 4e République, la chance, c'est que ce qui était considérés comme des extrémistes, c'était les gaullistes. Donc, c'était le général de Gaulle. Donc, ça s'est bien terminé. Mais il n'y a pas d'exemple qu'une 3e force qui explique c'est moi ou le chaos, et le chaos, c'est les 2 forces, ça se termine, ça ne peut pas se terminer bien. Donc, pour l'instant, moi, ce qui me frappe, là encore, c'est que le seul endroit où les choses sont claires, pour l'instant, c'est le RN. Parce que là, effectivement, il y a des chefs, ils sont unis, il y a une stratégie, il y a un projet qui, à mon avis, n'en fait pas un parti de gouvernement, mais il y a un projet. Et pour le coup, il y a une base électorale et il y a des militants. Un des autres problèmes, je pense,
qu'il faut voir, c'est que en choisissant cette espèce de blitzkrieg, cette campagne rapprochée, les seuls qui sont en réalité efficaces, c'est ceux qui ont des militants. Et ceux qui ont des militants, c'est le RN et LFI. Et donc tous les autres, c'est pour ça qu'il y a aussi cette domination. C'est-à-dire, pour faire une campagne, il faut des bras, il faut des... Et là, on voit ceux qui savent et ceux qui ne, et ceux qui ne savent pas. Mais en tout cas, donc cette idée de... le clivage droite-gauche reviendra dans ce pays à un moment donné. Je pense que c'est d'ailleurs une des conditions pour remettre en route notre démocratie, mais on n'en est pas du tout là. Jean Bourguet, vous avez parlé de l'antifascisme mobilisateur à gauche. Est-ce que vous pensez, on voit de nombreux artistes, de nombreux écrivains, acteurs, membres du football, des sportifs qui prennent parti contre le Rassemblement national au nom justement de l'antifascisme, de la lutte contre l'extrême droite. Est-ce que vous avez le sentiment que ce discours porte encore dans les tréfonds du pays, ou est-ce qu'il est aujourd'hui il est démonétisé? Alors, je pense qu'il ne porte pas en direction des 31% qui ont voté pour la liste Bardella. C'est pas parce qu'un footballeur milliardaire va leur expliquer que c'est pas bien de voter aux extrêmes que ces électeurs-là vont changer leur vote. On revient sur la tête et le corps. Tous ces artistes, c'est quand même des gens qui gagnent très bien leur vie, qui vivent dans les grandes métropoles. Et donc pour la France périphérique, on ne va pas nous chanter la messe et nous expliquer la leçon. Néanmoins, ça peut avoir un effet mobilisateur sur une partie de la jeunesse qui peut être en partie dépolitisée, qui consomme beaucoup de réseaux sociaux. On a vu que Jordan Bardella avait su y faire en la matière, donc ça peut jouer auprès de ce petit segment. Et tout est bon à prendre dans la période pour un parti politique dans le cadre d'une campagne très courte. Et puis, ça peut aussi participer de quelque chose de plus global, c'est-à-dire que leur alliance s'appelle le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, et donc on va agréger des gens qui viennent un peu de partout pour faire barrage. Je disais tout à l'heure, de François Hollande à Philippe Poutou, mais on voit aussi Lionel Jospin qui va distribuer des tracts, en même temps que des artistes, des footballeurs vont aussi dire... Voilà. Et donc, on peut avoir le sentiment à gauche que c'est toute une partie de la société qui se remet en mouvement. Et cet électorat de gauche, ce peuple de gauche, comme on dit, il y avait deux aspirations profondes. D'abord, l'unité, et deux, une efficacité face à la montée de l'extrême droite. Et donc, le score du dimanche 9 juin a créé un vrai électrochoc dans les états-majors de gauche, mais plus encore dans cet électorat-là. Et de notre point de vue, on voit dans les sondages qu'il y a quand même une certaine... Alors, c'est pas le raz-de-marée, mais il y a une certaine dynamique qui s'opère. Et on voit que cet argument du barrage à l'extrême droite, qui était quand même assez éculé ces dernières années, là, vu le contexte, vu le calendrier abracadabrantesque que le président a décidé, eh bien, il y a cette prise de conscience et cet électrochoc. Oui, sauf que l'union à gauche se fait effectivement au nom de la lutte contre l'extrême droite, mais elle aurait pu se faire sur un programme un peu plus soft, entre guillemets, justement au nom de la lutte, et on voit qu'elle se fait sur un programme qui est quand même extrêmement radical, notamment du point de vue économique. Nicolas Bavrez, vous qui avez vu le programme du Front Populaire, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue économique? Qu'est-ce que ça pourrait donner s'il était appliqué dans le pays? Alors, en fait, il y a deux grandes questions. La première question, c'est une question... Si vous voulez, on est obligé de relativiser les projets. Pourquoi? Parce que le président de la République s'est mis dans une espèce de dynamique politique où, en fait, c'est de la politique pure et où personne ne regarde vraiment les projets et où on a une surenchère. D'ailleurs, d'une certaine manière, même le bloc central, soi-disant le parti de la raison, pour l'instant, n'avance que des dépenses supplémentaires. Donc, Gabriel Attal, suppression des frais de notaire pour les moins de 30 ans. Comme d'habitude... baisse des coûts de l'énergie. Il y a du pouvoir d'achat en plus, des dépenses publiques en plus, soi-disant pas d'impôts. Tout le monde propose des dépenses supplémentaires, ça c'est l'accord. Tout le monde, voilà. Tout le monde d'accord. Donc c'est un moment de... Alors, là où il faut faire attention, c'est que on sous-estime toujours on pense toujours que les hommes politiques n'appliquent pas leurs projets. Et on se trompe. Donc, rappelez-vous,
Jacques Chirac, en 81, aide François Mitterrand avec l'idée que, de toute manière, dans 6 mois, les socialistes ont quitté le pouvoir. François Mitterrand y est resté 14 ans. Les 35 heures, tout le monde rigolait en disant, de toute manière, c'est tellement aberrant que ça ne sera jamais appliqué. Bon, ça a été appliqué, ça a quand même... on n'avait toujours pas sorti, ça a plombé l'économie française. Donc, le programme... Le projet économique du Rassemblement national, en l'état, n'est pas soutenable, mais celui du nouveau Front populaire, il est pire, puisque c'est à peu près 150 à 180 milliards de dépenses en plus et 80 milliards d'impôts en plus, sur un pays où les dépenses sont à 58% du PIB et les recettes publiques à 52% du PIB. Donc ça, il est clair que c'est l'effondrement de l'économie française. Comme la France est systémique, j'appelle l'attention sur le fait que c'est aussi l'implosion de l'euro. Donc ça veut dire que la France va être mise au banc et sous surveillance par l'Europe entière, parce qu'on est aussi en train de mettre en l'air la monnaie des autres. Et ils ne vont pas laisser faire tout ça en battant des mains et en disant que c'est une très bonne idée et qu'évidemment la France a le champ libre. J'ajoute qu'il y a une autre capacité de réaction très forte, c'est celle des marchés financiers qui ont commencé. Donc il y a déjà un écart de taux de 80 points de base avec l'Allemagne. Ce qu'on a vu avec l'Italie en 2011, c'est que donc aujourd'hui les taux français sont entre 3 et 3,5. Si on passe à 5 ou 6, il n'y a plus de capacité de... La France est en quasi-défaut. Donc on se retrouve... et c'est là où je pense qu'il faut... La comparaison avec 81 est intéressante. En 81, donc, il n'y avait pas la protection de l'euro. En fait, les déficits, je rappelle ce qui a fait sauter la gauche... Donc avec un gouvernement relance keynésienne complètement à contre-courant, l'étatisation, les nationalisations, la retraite à 60 ans qu'on retrouve aujourd'hui. Bon bref, c'est complètement déraisonnable, mais les déficits des années 82 à 84, ils sont de 2,5 ou 2,6% du PIB. En 84, la dette publique française, elle est à 26% du PIB. Donc aujourd'hui, appliquer des programmes de ce genre à un pays qui a un déficit de 5,5% du PIB, une dette publique à 110% du PIB, si vous voulez, les choses vont aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus violente si on veut faire des expériences de laboratoire du type de 1981, mais en plus, parce qu'effectivement, le programme commun de la gauche de 81, à côté du nouveau Front populaire, c'est quelque chose... Enfin, on a l'impression qu'ils sont sous l'influence de Mme Thatcher et de Ronald Reagan. Donc, Jérôme Fourquet, simplement sur le... Est-ce que vous pensez que les Français en ont conscience de ça, de l'endettement du pays? Et est-ce qu'ils croient ces promesses, notamment les promesses du Front populaire? Est-ce qu'ils ont conscience que le pays ne peut pas s'offrir ça et finalement, si par exemple Marine Le Pen renonce à ces promesses-là, ils n'y en tiendront pas rigueur parce qu'ils savent que de toute façon, nous ne sommes pas capables? Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Nicolas Vavresse, ça me fait penser, vous savez, à la fameuse phrase que le ministre de l'économie américain de Nixon avait sorti à ses homologues européens au moment de la désindexation du dollar sur l'or en disant « le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème ». Voilà, elle va devenir flottante et vous allez gérer derrière. Et donc là, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, les Français disent aux Européens, c'est notre monnaie à tous, mais c'est votre problème. Et nous, on continue d'avoir le droit de tirage. Les Français ont toujours été d'une manière générale, assez fâchés avec la macroéconomie. Mais à force de répéter un certain nombre de choses, il y avait des repères qui s'étaient installés. Sauf que nous avons vécu 2 très graves crises qui ont fait voler en éclats ces repères. La première, c'est la crise de la dette souveraine, où vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait une ligne Maginot. C'était il ne fallait absolument pas perdre la fameuse note AAA de la France. Et donc on a perdu le AAA. On vient encore d'en reperdre un échelon récemment. Alors comme en stratégie militaire, quand vous perdez la ligne Maginot, vous vous repliez sur une deuxième ligne. Et cette deuxième ligne, c'était jamais plus de 100% de dette sur PIB. Parce qu'on ne sera jamais les Allemands, mais à 100% de dette sur PIB, on commencerait trop à ressembler aux Italiens. Et pour notre amour-propre, quand même, c'est compliqué. Et la deuxième crise est arrivée, celle du Covid. On a fait le quoi qu'il en coûte. Et nous sommes aujourd'hui à nous y sommes à 110% de dette publique ramenée au produit intérieur brut. Et les Français regardent leurs chaussures et constatent que le sol ne s'est pas ouvert sous leurs pieds. Et donc, ils en déduisent de manière très cohérente qu'on leur a raconté des salades, ou que tout ça n'est pas si grave,
ou que s'ils se souviennent de leur classique d'enfance, il y a l'énorme piscine de l'oncle Picsou, et que la seule question politique qui vaille, c'est est-ce que le responsable politique est capable de brancher la pompe et d'arroser. Si la piscine de l'oncle Picsou vient à être asséchée, il y a une deuxième rengaine qui tourne beaucoup en France, c'est il n'y a qu'à prendre l'argent là où il est, sur le CAC, chez M. Arnault, et c'est exactement le sens du programme du nouveau Front populaire. J'ai parlé de François Bayrou tout à l'heure et de sa campagne de 2007, où il avait placé la question de la dette publique au cœur de sa campagne. Et à l'époque, on est à 65 ou 66% de dette sur PIB. Tout ça résonnait dans une partie de la population. Les subprimes, puis le Covid, le quoi qu'il en coûte, ont fait complètement sauter les digues. Et donc, ça a disparu littéralement avec cet effet anesthésiant de l'euro. On a voyé cette bascule qui est que ça a disparu de la tête des Français, mais l'impunité dont on a bénéficié à cause de l'euro, etc., c'est précisément à ce moment-là qu'elle est en train de s'achever. Aujourd'hui, la France emprunte plus cher que le Portugal. Effectivement. Et je voudrais quand même, il nous reste 6 minutes exactement, parler d'un dernier risque qui est la question. Alors effectivement, il y aura peut-être une chambre ingouvernable, on ne sait pas, un gouvernement Rassemblement National. J'aimerais vous demander d'abord votre pronostic peut-être, en tout cas, qu'est-ce qui vous semble le plus probable? Et est-ce que vous craignez des violences et peut-être une forme de guerre civile à l'issue de ces élections si le Rassemblement National vient à prendre le pouvoir? Alors, il faut être très prudent et modeste sur les pronostics. C'est des législatives, c'est jamais facile. 577 circonscriptions, système à 2 tours. Plus la participation sera élevée, ce qui semble s'annoncer, ce qui pour le coup est plutôt une bonne nouvelle, plus le seuil de qualification au second tour va baisser. Et donc on aura potentiellement un nombre non négligeable de triangulaires. Et donc attention aux pronostics sur les projections en nombre de sièges. À l'heure où on se parle, nous, quand on essaie de regarder en projetant les résultats des européennes sur les 577 circonscriptions, en tenant compte de l'historique de la circonscription, nous, l'hypothèse qu'on privilégie, ce serait plutôt celle d'une absence de majorité dans la nouvelle Assemblée, avec une forte augmentation du quorum des députés Rassemblement National, peut-être aux alentours de 200. Idem pour le nouveau Front populaire. Et puis le bloc central paierait l'addition, c'est-à-dire que lui, il descendrait peut-être aux alentours d'une centaine de sièges. Et donc là, on se retrouve avec une chambre ingouvernable, encore moins gouvernable que celle d'aujourd'hui. Et ni le nouveau Front populaire, ni le Rassemblement national ne prendront le risque d'accepter de constituer un gouvernement qui serait d'emblée minoritaire, qui serait coiffé en cohabitation par Emmanuel Macron. Donc, et qui ferait l'objet d'une motion de censure. Qui serait censurée très rapidement. Très vite. On ne peut pas dissoudre avant 1 an, donc ça veut dire 1 an d'immobilisme total de notre pays. Oui, sachant que, parce qu'on l'oublie parfois, même si on change de président entre-temps, c'est-à-dire qu'il y a une élection présidentielle, une démission d'Emmanuel Macron, le nouveau ou la nouvelle présidente de la République doit respecter le délai d'1 an minimum avant de prononcer une nouvelle dissolution. Donc ça, c'est... Donc, Nicolas Bavrez a parlé à juste titre des tensions sur les marchés financiers. Vu le niveau de notre endettement, vu le niveau de notre déficit courant, le fait qu'il y ait pendant 1 an pas de gouvernement qui soit capable de voter de nouvelles lois, ou alors peut-être que les marchés se rassuraient en disant comme ça, il n'y a pas de nouvelles dépenses qui sont engagées. C'est comme chez les Républicains, on n'a plus le droit de signature, donc il ne se passe plus grand-chose. En fait, c'est comme sous la 4e République, on passerait au 12e provisoire, c'est-à-dire que ça a été prévu dans les institutions, mais que grosso modo, vous reconstituez le budget de l'année d'avant, s'il n'y a pas de loi de finances, et vous êtes censé... Ce sera un rêve pour vous, Nicolas Bavrez, parce qu'on n'augmenterait plus les dépenses publiques pour la première fois depuis des dizaines d'années. À condition que ce soit à peu près respecté. Et puis par ailleurs, mais je m'excuse de vous avoir interrompu, la France n'est pas la Belgique, donc 1 an sans gouvernement, avec... Vous parlez de guerre civile, on en a une en Nouvelle-Calédonie quand même qui est en cours, donc ça va quand même être très très compliqué. Jérôme Fourquet. Juste, alors, pour revenir à votre question sur la perspective d'une guerre civile, c'était, je pense, dans votre esprit, au cas où le Rassemblement national accéderait à la majorité absolue. On voit bien qu'il y a un état de tension qui est très fort dans le pays. On a parlé tout à l'heure de la mobilisation de la gauche et son rabibochage qui se fait précisément
sur le mot d'ordre du barrage à l'extrême droite. Et donc, si le barrage n'est pas suffisant, est-ce qu'on ne continue pas ensuite dans la rue? Et rappelons-nous, ça avait duré qu'une ou deux nuits, et c'était un autre temps. Mais en 2007, quand Nicolas Sarkozy accède à la présidence de la République, il y a 1, 2 ou 3 nuits d'émeutes dans toute une série de banlieues françaises pour, s'opposer à l'arrivée au pouvoir du candidat du Karcher, de celui qui avait dit sur la dalle d'Argenteuil qu'on allait débarrasser et dégager la racaille. Et donc, son accession au pouvoir avait déjà à l'époque donné lieu à ce type de troubles. Mais ce n'était, entre guillemets, que Nicolas Sarkozy, et nous n'étions que en 2017, depuis la température a un petit peu augmenté dans le pays. On oublie peut-être encore une composante, c'est les Jeux Olympiques qui auront lieu en juillet. Et tu terminerais peut-être d'ailleurs par juste une toute petite réaction à Emmanuel Macron qui a dit, en marge du G7, il a déclaré au sujet des Français, je pense qu'ils n'ont pas envie d'avoir des Jeux Olympiques qui se présentent mal, et il espérait qu'ils tiendront compte de cette donnée dans leur vote. Qu'est-ce que ça vous inspire Je pense que tous les calculs du président de la République se révèlent faux. Il avait espéré que le centre s'unirait, il est complètement désuni. Il avait expliqué que la gauche allait forcément se désunir. Bon, elle est unie. Et penser que les Français vont voter en fonction des Jeux Olympiques, qui en plus sont perçus comme les Jeux Olympiques d'Emmanuel Macron et d'Anne Hidalgo. Je ne suis pas sûr que ce soit un parrainage qui en ce moment soit très très porteur auprès de quiconque. Donc je pense que ce genre de formule, ça témoigne vraiment de la déconnexion complète vis-à-vis du réel et du déni dans lequel s'est installé Emmanuel Macron. Et de fait, ça ne pouvait pas bien finir. Et c'est peut-être en train effectivement de se finir dans une forme de tragédie. Jérôme Fourquet, une minute là-dessus. Oui, donc là, quelque part, il place les Français devant leurs responsabilités, mais d'aucuns peuvent dire qui a placé le pays dans une telle situation, dans un tel dilemme. Et c'est ce que Marine Le Pen, dans un message récent, a souligné en disant que Emmanuel Macron se posait comme rempart face au chaos. Et elle conclut en disant que c'est lui qui installe le chaos. Et de prendre les Français à témoin en disant votez correctement pour que les JO se passent bien, on va dire mais qui nous a collé une élection législative à 15 jours des Jeux Olympiques? C'est pas le Rassemblement national, ni le nouveau Front populaire. Je dois terminer malheureusement. Et des jeux et de la dette, c'est quand même une forme de mépris pour le citoyen. Exactement, c'est plus du pain et des jeux, mais des jeux et de la dette. Merci à tous les deux pour ce débat absolument passionnant. C'était le dernier de la saison du club Le Figaroïdé. La semaine prochaine, ce sera Esprit Libre avec Alexandre Devecchio. Je vous souhaite à tous de très belles vacances qui vont probablement être un peu agitées avant le départ. Et je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison du club Le Figaroïdé. Très bonne soirée sur Le Figaro TV.